Bonjour dans ce 64e épisode de DevApps, 74 pour ceux qui sont un peu plus de chez moi. C'est donc un podcast consacré à l'actualité, au développement, à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons aujourd'hui, nous sommes cet épisode le 11 février 2021. Je suis Denis Voituron, accompagné de Richard et de Christophe qui sont là. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Bien, Richard, à l'honneur. Oui, moi ça va bien. Alors, je suis en train de regarder là parce qu'on diffuse sur Twitch en parallèle. Et je vois que le titre de l'épisode c'est 73 Clarity, donc faudra corriger. Oui. En français, Denis, on ne dit pas 64, 74. Je crois que tu t'es trompé en français. Voilà. J'ai dit 64. Ah ouais, non, c'est ça, je m'embrouille, tu vois. Ouais, je sais, c'est pas simple, hein, c'est pas simple. Non. Ah, la vie est dure. C'est mieux. Il va falloir virer le patron. Hein. Ah non. Qu'est-ce que vous feriez sans moi, hein? Au moins, vous mettriez les titres corrects sur le podcast, c'est peut-être déjà ça, mais bon. Oui, il faudrait que je le change. Oui, j'ai pas pensé à ça. On utilise un outil, ça s'appelle StreamYard pour faire ça, et c'est vrai que j'ai pas pensé à aller changer le titre. Bref, c'est un très bon épisode. Bah, on va voir justement, puisque comme on est en direct sur Twitch, et donc si vous avez envie de venir nous voir, pour ceux qui nous écoutent en YouTube, je dirais il est trop tard. Vous revenez pour la prochaine fois dans un mois, et à ce moment-là, vous aurez sans doute l'occasion de revoir le prochain épisode également sur Twitch. Mais donc, en ce jeudi midi, nous allons parler d'éco-développement. Et pour ça, on a des invités. On n'en a pas un, on n'en a pas deux. Enfin si, en fait, on a deux invités qui vont venir nous présenter ce que c'est le développement écologique, comment ça fonctionne. Et donc, je vais faire monter sur scène ces deux personnes qui sont David Rousset, qui se trouve sur la droite, et Pierre Lagarde, qui se trouve sur la gauche. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Salut. Moi ça va bien. Très bien. Content de vous voir. Voilà, je sais que quand je pose la question, tout le monde parle en même temps. Bonjour Pierre, je commence d'abord par la gauche, comme dans un livre, on va passer après à toi David. Bonjour toute l'équipe. Tu es sur Paris aussi, c'est ça, je pense? Tout à fait, sur Paris. En télétravail aussi, comme tout le monde? En télétravail, toute la journée. Ouais. Ça devient long parfois, hein, enfin bon. Et donc, de l'autre côté, il y a David. Après, peut-être vous demander... Non, on va peut-être commencer par toi, Pierre. Peut-être te présenter rapidement. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, enfin professionnellement, on va dire. Je travaille chez Microsoft. Voilà, je travaille chez Microsoft et je suis dans les équipes Windows côté engineering. Donc j'ai rejoint l'équipe Windows il y a maintenant un peu plus de 3 ans. Et ce que je fais en ce moment, c'est que j'engage les éditeurs de logiciels sur la plateforme Windows. Donc pour les accompagner dans les innovations existantes et évidemment futures. Et depuis maintenant un peu plus de 6 mois, j'ai rajouté un élément à ma casquette et dans les conversations que j'ai aujourd'hui avec les éditeurs pour travailler avec eux sur le fait de pouvoir développer différemment, de développer évidemment dans les respects de l'environnement et comment on peut changer quelque part et les usages et la façon de développer pour que évidemment on soit plus responsable. Et pourquoi je fais ça? Parce que on a annoncé il y a 6 mois côté Microsoft un engagement fort autour de ça et évidemment qui dit Microsoft dit écosystème et on les engage sur cette initiative. C'est ça. Et donc vous allez évidemment venir nous parler de tout ça aujourd'hui. Et je pense que ça va être un podcast assez intéressant. On n'a pas l'habitude, c'est souvent dans la technique. Enfin, on va peut-être y revenir, remarque, je ne sais pas. Et donc de l'autre côté de la table, nous avons David Rousset, qui est un habitué maintenant de DevApps, hein. Je pense que c'est... Ouais, je suis désolé, ouais. Ah non, c'est bien, c'est toujours un plaisir à chaque fois que tu viens. Et les sujets sont différents à chaque fois. Donc tout le monde n'est pas content, je regarde la tête de Richard, j'ai vu ses messages. Et toi, rappelle peut-être un petit peu, quel est ton quotidien? Donc tu es aussi chez Microsoft, mais qu'est-ce que tu fais? Alors moi, je suis chez Microsoft depuis longtemps, je suis un vieux Microsoftie, donc je pense qu'il y en a qui en ont marre de voir ma tête. Depuis 21 ans, je suis chez Microsoft. Et ouais. Et je suis dans la même division que Pierre, donc en fait notre division est sous Panos, le papa des surfaces, qui est maintenant le patron aussi de Windows, ce qui est bien, ouais. Ça nous change la vie, c'est un mec vraiment bien. Et effectivement, Pierre, lui, travaille avec pas mal de partenaires d'éditeurs de logiciels pour qu'ils utilisent au mieux la plateforme Windows. Et moi, je suis dans la même division et je m'occupe de un ensemble de partenaires également, d'un projet open source qui s'appelle PWA Builder, dont j'étais venu parler ici. Oui, on tout à fait. Beaucoup avec certains de nos partenaires pour aller mettre des apps web dans le store et les transformer en progressive web app au passage.
Et donc, je travaille avec des gens comme Twitter, Pinterest, mais je travaille aussi avec des gens comme Adobe, Autodesk. Bon, bah, c'est parce que je fais de la 3D, donc on me donne ce genre de compte. Et quand Pierre a commencé à travailler sur le sujet, il a fait des recherches au démarrage et il me dit, voilà, en fait, Satya vient d'annoncer pendant je sais plus quel event, Ignite, il me semble, il disait que 60% du temps passé par les utilisateurs sous Windows était dans un navigateur. Ce qui est pas très surprenant, on pouvait s'y attendre, mais le chiffre est quand même sacrément important. Et du coup, il me disait, bah, si on essaye de trouver un moyen d'avoir un impact sur le code des gens pour que ça soit significatif, les apps web, si on prend, je sais pas moi, YouTube, on imagine que si on fait baisser la consommation carbone ne serait-ce que d'1%, ça peut avoir un impact monstrueux sur ce genre de type d'app. Et donc, on s'est dit, bah, il me dit, David, est-ce qu'on peut creuser ensemble le sujet du web? Qu'est-ce qu'on pourrait faire côté web? Et c'est comme ça qu'a démarré plein de recherches ensemble et on va vous raconter l'histoire, après, si ça vous intéresse, sur comment on essaie de faire bouger aussi l'interne de Microsoft sur le sujet, qui est déjà bien sensibilisé. Ouais, ben c'est ça. Et si on doit définir, bah, peut-être Pierre, qu'est-ce que c'est l'éco-développement? Parce que bah, forcément, c'est le titre du podcast, mais ça consiste en quoi? Je pense que il y a plusieurs aspects à l'éco-développement et il y a des gens qui y travaillent et franchement la définition aujourd'hui on peut la discuter et je pense que c'est très intéressant et le podcast est une belle plateforme aussi pour pouvoir aussi la partager et l'enrichir de manière personnelle et d'enrichir évidemment le travail qui est fait en commun. Il y a une écriture qui a été faite par nos équipes d'engineering, qui est sur un site web, tu peux partager mon écran, qui est principe.green, qui a été d'ailleurs traduite en français par Bernard et moi pour qu'est-ce que c'est que finalement l'éco-développement et quels sont les principes qui pourraient être derrière. Donc, on les a énumérés. Donc, encore une fois, c'est un travail qui est fait par les équipes engineering de Microsoft et qui est pas vocation d'être la Bible, hein, mais qui est une première direction. Et là-dessus, je serais très intéressé d'avoir d'ailleurs l'avis des personnes qui écoutent le podcast pour l'avoir donc divisé en 8 grands principes. Donc, on peut les passer ensemble, mais dans l'idée, c'est de se dire que au moment où je vais développer, au moment où je vais construire mon architecture, est-ce que ces principes-là vont être respectés? Alors, on peut en prendre quelques-uns. Je vais en prendre un en particulier qui me paraît intéressant parce que vous allez voir, il fait écho à des projets qu'on a travaillé, avec lesquels on a travaillé avec David et des partenaires français et qui sont assez faciles à comprendre. Encore une fois, je vais en prendre un seul pour démarrer et après on peut en discuter ensemble. C'est l'intensité carbone. Alors c'est quoi l'intensité carbone? L'intensité carbone, c'est en ce moment en France. Évidemment, on va fabriquer de l'électricité et cette électricité, en fait, et cette intensité va être fluctuelle tout au long de la journée. Et vous pouvez me dire, ben oui, mais comment ça peut avoir un intérêt finalement dans mon développement? Ben en fait, s'il y en a plein, et je vais vous en donner un ou deux. Par exemple, si je suis en train de développer une application et que j'en sais rien, je vais lancer une sauvegarde, je vais lancer un process en tâche de fond. Ce que je pourrais regarder, c'est est-ce que l'intensité carbone en ce moment dans le lieu dans lequel je suis, par exemple en France, est-ce qu'il est élevé, est-ce qu'il est bas? Et s'il est bas, eh ben oui, je vais pouvoir lancer une sauvegarde. Par contre, s'il est élevé, ça veut dire que je vais consommer plus d'électricité. Eh ben si c'est un process que je peux déplacer dans le temps, eh ben du coup, je vais peut-être le mettre et le faire tourner à un moment où l'intensité carbone est plus faible, parce que pourquoi ça a un intérêt, c'est que si j'augmente et que l'intensité carbone est élevée et que je demande plus d'électricité, au final, eh ben, il va y avoir plus de demandes, donc du coup, on va être obligé d'ouvrir des centrales et de finalement fournir plus d'électricité. Et ce qui se passe, c'est que quand on s'adapte et on fournit plus d'électricité à un instant T, c'est-à-dire que si c'était pas programmé, en fait, cette fourniture d'électricité est extrêmement carbonée. Donc on peut y revenir et on peut en discuter si vous avez des questions là-dessus. Mais ce qui va être important, c'est de pouvoir justement prendre cet élément-là quand on est en train de développer. Ouais, mais Microsoft il pourrait nous aider quand même, parce que là, moi, ça m'intéresserait, c'est de savoir, je suis développeur, j'utilise Visual Studio, ça serait bien qu'à l'avenir, on ait
ça serait, enfin, c'est peut-être con, hein, ce que je veux dire, mais une sorte d'indicateur dans Visual Studio. Non, remonte pas là, ça vaut pas le coup, quoi. Ou c'est con. Et de l'autre côté aussi, enfin. Alors, tu vois, comment Microsoft il peut m'aider? Tos, déjà, jamais tu ne dis des choses cons. C'est vraiment une de tes particularités qui est incroyable. Donc, ne dis pas, ça peut être con ce que je dis. Par contre, on est au tout début de la réflexion, en fait. Tu vois, ces 8 principes ont été faits il y a pas très longtemps. On commence, nous, à les faire remonter. Alors, nous, comme on s'occupe pas mal du sujet web au niveau des équipes Edge, parce qu'il n'y a pas vraiment d'outillage pour répondre à ta question. Donc, il y a un début de prise de conscience, je pense, de la part des grands acteurs, ce qui est important parce que les fameux GAFAM, on génère énormément avec nos data centers, le cloud, on est potentiellement des pollueurs, même s'il se trouve que souvent les data centers des gros GAFAM sont nettement mieux gérés, optimisés que ton propre éventuellement data center. Et on est au tout début de cette démarche et ça fait partie justement du job qu'on va faire avec Pierre, c'est d'aller voir, taper à la porte d'un Visual Studio, dans ton cas si tu es intéressé par Visual Studio, et comment faire remonter de l'information autour de l'éco-conception plutôt que de la performance. On va en parler souvent, la performance est liée à l'éco-conception, pas toujours, et ça fait partie du travail qu'on a. On a besoin peut-être d'intégrer, Pierre il montre ce site que moi j'aime beaucoup, parce que Pierre parlait de l'intensité carbone, en fait, tout le monde ne le sait pas forcément, hein. Nous on a une forte production nucléaire en France, mais on peut pas non plus subvenir à tous les besoins de la France avec juste le nucléaire. Donc on a aussi de l'hydroélectricité, des centrales hydrauliques, on a du panneau solaire, de l'éolien, et quand on n'a plus assez de jus, ben on met du gaz, et le pire étant le charbon. Donc c'est ce que dit Pierre, en fait, c'est en tant que développeur, toi tu peux, sans avoir besoin que Microsoft te donne l'information au niveau de Visual Studio, Azure, quoi que ce soit, interroger une API en ligne qui dit voilà quel est le mix énergétique actuel et prendre ta décision en fonction de ça. Et aussi si Microsoft pourrait nous aider côté Azure déjà pour après avoir ce qui est, pour moi je maîtrise pas du tout ce qui va être CO2, empreinte carbone. Franchement, je sais absolument pas mesurer mon application combien elle consomme. Après en France, le nucléaire, ouais, c'est top. Par rapport à d'autres, par rapport au charbon, l'inconvénient c'est qu'on peut pas l'arrêter comme on veut et du coup la nuit je présume, je pense, là je suis pas sûr qu'on va surproduire en fait. Et il y a peut-être plusieurs aspects aussi. Ce dont on parlait ici, c'était sur l'aspect consommation, donc je suppose, on va dire CPU, l'utilisation des ressources, etc. Et il y a tout ce qui est stockage aussi. Je pense à des bases de données où, bon, maintenant le stockage est de moins en moins coûteux, mais du coup on stocke. Nous on regarde plus quoi. Autant avant, il y a 20 ans, on regardait au bit et au byte pour essayer de faire du stockage. Maintenant, ce genre d'information, ça coûte plus rien, donc on s'en fout. On va tout stocker dans le nombre le plus important, même si on a juste besoin d'avoir un petit paramètre. C'est surtout ça, je suppose, que tout ça va changer. Ouais. Alors tout à fait. Alors je vais répondre juste dans l'ordre des questions. Donc, est-ce que Microsoft nous aide là-dessus ? On est en train de fournir donc un calculateur Azure, un carbone calculateur pour tes services Azure. Donc aujourd'hui, il y a une V1, il y a une V2 qui est en preview, qui te permet de récupérer en fait les logs que tu as de ta consommation de l'ensemble de tes services sur Azure et qui va te donner un impact carbone de tes services qui tournent sur Azure. Donc ça, c'est déjà disponible, on est en cours de développement de la version 2 et ça concerne que la partie Azure. Ce que je disais tout à l'heure dans les principes, ce sont encore une fois des principes de développement et à prendre en compte quel que soit ton contexte. Donc ça peut être effectivement une sauvegarde ou un backup qui va se faire côté Azure pour se dire est-ce que je le fais au bon moment, mais ça peut être aussi sur le poste client où là ton client il peut être dans des pays différents où là du coup le fait d'adapter ton application va pouvoir s'adapter au lieu et au temps en fonction de l'index carbone du pays ou de l'endroit où dans lequel t'es. Et donc tout ça, encore une fois, c'est des principes. Et c'était pour répondre à la première question, c'est en gros comme avant on avait et comme encore aujourd'hui on a des principes de sécurité. Quand tu fais une fonction, quand tu fais une sauvegarde, et ben tu dois respecter un certain nombre de règles pour que ça s'exécute dans un environnement sécurisé. Là, l'idée, c'est de se dire, est-ce que quand je développe, quand je fais mon architecture, j'ai pensé mon architecture green.
Donc c'est ça vraiment l'idée qu'il y a derrière, où évidemment il y a des choses concrètes qui sont existantes aujourd'hui, qui vont être existantes demain. Et du coup, pour répondre à la deuxième question, on parlait du stockage, on parlait de transfert de données. Et donc là, avec Dafim, on a travaillé, et plus particulièrement lui, il a travaillé sur finalement quels sont, alors je passe la présentation, quels sont les usual suspects en fait finalement d'un programme. Et là, je vais laisser David expliquer et les différents travaux qu'on a fait là-dessus pour justement savoir qu'est-ce qui prend finalement le plus d'énergie quand on développe. Alors, merci Pierre. Alors, j'aimerais bien aussi répondre avant qu'on passe sur le côté qu'est-ce que fait Microsoft pour nous. En fait, moi, je me considère pas dans cette action-là uniquement comme Microsoft. C'est-à-dire que j'aimerais bien que les gens soient sensibilisés d'une manière générale au sujet en tant que développeur. De la même manière que, tu vois, Microsoft te conseille pas les patterns de développement pour programmer de manière générique. Il faut que tu les découvres et ils vont s'appliquer partout. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire avec Pierre. Il se trouve que oui, ensuite, on va essayer de l'appliquer sur du Microsoft pour qu'on soit éventuellement meilleur que les copains. Mais j'aimerais bien que les gens prennent d'abord conscience qu'ils peuvent faire des actions avant de réfléchir directement à l'outillage. L'outillage va être nécessaire, on va en parler derrière, mais il y a pas mal, c'est une prise de réflexion, une prise de conscience que nous, en tant que développeurs, on peut faire des choses. Donc, sur les usual suspects, quand j'ai commencé alors ça, c'est un film que j'aime bien, je sais pas si vous connaissez. Quand j'ai commencé ce travail-là, c'était certains de mes a priori. On se dit, bon, le CPU, forcément, il va consommer. Le GPU aussi, bien sûr. Le réseau, est-ce que les sensors, accéléromètres, gyroscopes, ça consomme, je savais pas. Et l'écran. Si vous avez vu le film, vous savez qui est le vrai méchant. Donc, vous savez qui est le plus gros méchant potentiel sur la plupart des périphériques. Il se trouve que le CPU, bien évidemment, consomme beaucoup d'énergie. On a différentes gammes de CPU, les desktop, les ARM sur mobile. Et donc, regardez par exemple déjà les ordres de grandeur. Donc, en fait, ça c'est intéressant d'avoir ça en tête pour pouvoir ensuite savoir sur quoi on doit travailler sur l'optimisation. Le CPU sur un desktop, il va consommer en charge, pas en idle. Donc en idle, ça consomme moins, entre 55 et jusqu'à 150 watts. Tout ça si vous l'overclockez pas, on va dire un processeur normal. Déjà, ça donne des ordres de grandeur qui sont intéressants. Si on passe, du coup, Pierre va être mon slide master. Merci Pierre. Si on passe sur le slide d'après, la carte mère entre 25 et 80 watts en fonction si vous avez une carte mère de gamer ou pas. Donc dedans, on a la carte réseau, on a pas mal de choses. Et il y a la partie d'après intéressante parce qu'on peut se poser la question de comme on a des habitudes d'optimisation, on va dire de performance, on sait travailler son code depuis longtemps, même si on est plus ou moins feignant dans la façon de le faire. Mais on sait que par exemple la mémoire, il faut faire attention à la mémoire. Est-ce que c'est important la mémoire en termes purement d'efficacité énergétique? Il se trouve que si vous avez 2 barrettes de 8 gigas ou 2 barrettes de 32 gigas, on va consommer la même mémoire, la même quantité d'énergie, pardon. Ça veut pas dire qu'il faut être un goré avec la mémoire et saturer la mémoire parce que on risque d'avoir des effets de bord. On sait qu'on va swapper, on va générer des IO, on va faire pas mal de choses si on gère pas bien sa mémoire. Mais on voit que la mémoire en elle-même ne consomme pas beaucoup d'énergie par rapport au processeur. Et ensuite, sur les autres éléments, le GPU qui peut être particulièrement efficace pour certains traitements, on va en parler parce que Pierre, lui, travaille avec VLC et a travaillé là-dessus. Le GPU peut monter à 350 watts sur les derniers RTX 3000 et quelques, et commence en idle peut être à 5 watts. Donc, par contre, le GPU va être extrêmement spécialisé. Donc, en fait, on voit que c'est pas si simple que ça de se dire si j'active le GPU, peut-être que je vais m'envoler, mais peut-être c'est un intérêt de l'utiliser pour des tâches très précises. Le disque, le stockage, le SSD un peu plus performant et plus performant en plus, il consomme moins d'énergie. Mais on voit que les ordres de grandeur, c'est pas très significatif par rapport au GPU et au CPU. Et un des pires, en fait, c'est l'écran. Et on va certainement en reparler parce que j'anticipe des questions aussi ou des questions que je me suis posées qui sont est-ce que ça vaut pas le coup d'utiliser certains frameworks particuliers pour justement solliciter moins le CPU, etc. Il se trouve que la plupart du temps c'est l'affichage pur qui consomme énormément d'énergie et les leviers là-dessus sont plus ou moins faciles à mettre en place en tant que développeur. Donc là, ça... du coup. Ouais.
juste en arrêtant là-dessus, là. Moi, là, je me sens presque pas concerné à mon niveau de développement sur le GPU, le CPU, la mémoire peut-être, mais moi, dans mes applications web, par exemple, j'en sais rien en fait. Par contre, au niveau de l'écran, là, c'est une question, ça va jouer peut-être sur les thèmes. C'est-à-dire que proposer un thème dark ou un thème blanc, est-ce que ça joue déjà? Mais le reste, sincèrement, j'arrive pas à voir. Peut-être justement pour savoir et pour le voir, il y a des outils qui existent parce que ça c'est des valeurs, mais je veux dire, est-ce qu'il existe des applications, des outils, je ne sais pas, qui permettent de calculer ça? Parce que comme dit Christophe, effectivement, c'est un peu abstrait de savoir ce qu'on devrait modifier ou adapter en fonction, tu vois, en termes de développement par exemple. Donc comment on peut maîtriser ça? Alors les outils, tu veux en parler, Pierre, peut-être? Ouais, alors on peut en parler les outils rapidement. Ou les solutions de Christophe, hein, je ne sais pas, le dark et le thème. Là, on va répondre aux deux questions. Ouais. Je vais répondre. Alors, un outil, c'est celui-là, c'est le Wattnet. Il est facile à utiliser, il marche bien sur une machine, on va dire client, forcément. C'est plus difficile de le brancher sur nos data centers dans Azure, ça va pas bien marcher. Mais en fait, il se trouve qu'on a deux choses. C'est que on travaille sur ce sujet depuis longtemps, en fait, puisque un des sujets de l'optimisation de la consommation, c'est la batterie, la durée de vie de la batterie et comment on optimise Windows, les navigateurs, les applications pour éviter qu'elles ruinent la batterie. Donc pour ça, on a créé des modèles mathématiques à partir de capteurs qu'on met directement sur le GPU, le CPU, la carte graphique, etc. On en a construit un modèle statistique, mathématique, qui tourne aujourd'hui sur les machines Windows pour mesurer l'énergie de chacun des process. Nous, ça nous permet d'avoir un rapport dans notre télémétrie, et vous pouvez l'utiliser. Donc, je laisserai Pierre expliquer comment utiliser cet outil-là. Donc, pour une application cliente, quelle qu'elle soit, que ce soit le navigateur, votre application cliente, etc. Pour l'outillage particulièrement, pour répondre à la question de Christophe, aujourd'hui, tu peux utiliser les DevTools de ton navigateur préféré qui vont te donner cette information de quelle est la consommation CPU, la charge CPU, là où est la partie chaude de ton code, donc quelle partie exactement de ton code, JavaScript, TypeScript, WebAssembly, c'est plus difficile à troubleshooter, mais on peut le faire aussi. GPU, tu peux le voir en partie. Et là, GPU, il faut souvent des outils, on va dire, plus bas niveau de Windows, qui sont souvent livrés avec une partie du... c'est pas le DDK, mais je sais plus quelle partie. On a un outil qui permet de voir vraiment dans le détail comment le GPU est utilisé. On peut le voir dans le Task Manager de Windows. Hein, aujourd'hui, vous avez la consommation GPU. Écran, hein. Ouais. Dans le Task Manager de Windows, on peut le voir ça. Et donc vous avez quand même des débuts d'indications ici. Donc comme on peut le voir sur le screenshot, vous voyez les tendances, l'activité GPU en cours. Et déjà, c'est des indicateurs pour vous. Alors là, on le voit par tab, et on travaille justement pour les PWA, à ce qu'elles soient isolées, que ce soit plus facile à identifier. Mais déjà, vous avez une bonne indication. D'après les métriques que je vous ai données précédemment, si vous commencez à avoir beaucoup de GPU dans votre app web, c'est que c'est pas bon signe. C'est que soit c'est un jeu où vous en avez vraiment besoin, soit peut-être vous êtes en train de faire un layout dégueulasse qui consomme de l'énergie pour pas grand chose, en fait. D'accord. Et au niveau des DevTools dans le navigateur, tu saurais me faire voir? Qu'est-ce qui me permet de mesurer ça? Ouais, alors ça, il faudrait que je partage mon écran, du coup. Donc prenons un jeu à la con que j'ai fait en WebGL, typiquement. Là, on va voir rapidement dans les performances que le GPU, bon, moi j'ai un gros GPU, donc en fait, il est peu utilisé pour l'instant, mais plus je vais l'utiliser, plus il va s'augmenter. D'ailleurs, je peux faire une simulation qui est intéressante. Je vais dézoomer ici. Et vous voyez que la consommation GPU augmente. Et je vais zoomer maintenant jusqu'à, je sais pas, 500%. Et la consommation GPU est en train de descendre. Alors d'après vous, pourquoi? Question suivante. Bonne question, oui, parce que le visuel, il n'a pas réellement changé pour nous. Ah si, il est plus flou pour nous. Mais... Il est plus flou, il est effectivement plus flou. Bon là, il est en train de s'emballer parce que forcément, il doit y avoir autre chose qui se passe. Mais ce qui se passe quand je fais ça, en fait, je change la résolution interne de rendu de mon canvas 3D.
Donc ça veut dire que j'ai moins de pixels qui sont rendus. Je demande par contre au GPU d'étirer les pixels. Cette opération qu'on appelle d'upscaling coûte pas très cher en fait au GPU par rapport à générer beaucoup plus de pixels. Donc en fait là déjà vous voyez avec un outil tout simple, je peux voir. Bon, là c'est en train de s'emballer. C'est pas toujours exact parce qu'il y a d'autres process qui vont piquer du GPU. Donc il faudrait que je prenne. Vous voyez, il faudrait que je puisse isoler mon câble. Mais déjà j'ai un indicateur ici. Ensuite, l'autre indicateur, ça va être F12. Et là, j'ai Lighthouse qui est ici, où je vais pouvoir faire une analyse de performance. Donc, on va le lancer. Generate report. Donc, lui, il va analyser mon site. Donc, c'est une première façon de le faire. Il va vous donner des reports là, t'es en train de charger des librairies beaucoup trop grosses. Donc, c'est pas bien pour le réseau, etc. Donc, ça, c'est un premier outil qui va tourner, qui va vous donner un rapport. Ce qu'on aimerait bien faire justement, c'est que dans ce rapport-là, on intègre à l'avenir, et donc ça c'est quelque chose que je travaille en interne et je travaille avec les gens de Google, une composante green quelque part. Ah oui. Donc là, bon, moi c'est ça. C'est cet aspect-là, effectivement, quand tu dis une composante green. Ici, c'est analyser les performances, le calcul du GPU, mais il faut après faire une corrélation par rapport à ce qui est, donc les règles qui ont été établies, que vous avez montré avant, mais il faut établir cette corrélation pour avoir effectivement un niveau de sensibilité d'éco-développement, quoi. Exactement. Et là, je termine, là, il y a un autre bouton, excusez-moi, là. Ah, bah, du coup, il est en train de le recharger. Mais il y a un autre bouton qui est ici. Donc, je vais le stopper. Et lui, pour répondre directement à la question du GPU, normalement, je devrais le voir. Là, on voit les frames. Donc ça c'est sur n'importe quelle app web. Hein. Donc, on va voir le FPS. Donc, si jamais vous êtes en dessous de 60 sur la plupart des écrans sont à 60 Hz, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, c'est que vous avez une opération qui est en train de ralentir. Ça peut être du côté CPU, ça peut être côté GPU, mais vous avez ce genre d'outils qui peuvent vous aider à analyser la performance de votre site web. Ouais, c'est ça. Okay. Et tu as aussi la liste des tâches du navigateur dans Edge. Ouais, si vous faites Shift Escape dans Edge ou Chrome, vous avez une espèce de browser Task Manager qui vous donne un peu d'informations. J'aime bien quand Christophe découvre des trucs. Mais ce qui est intéressant, c'est que garçon, il a gagné à Noël. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle ici d'outillage. On est en manque d'outillage, pour être honnête. C'est que on a pas plein d'outils qui existent depuis longtemps qui vont vous analyser comment vous utilisez correctement le CPU, le GPU, etc., les I/O. Sauf qu'en fait, ça se transcrit pas forcément en CO2 directement. Et on a un autre problème, c'est qu'on est au début de cette réflexion-là, on manque de pattern. C'est pour répondre à ta question, Christophe, tu vois, on pourrait te dire, on analyse ton code, tu as un pattern particulier, je sais pas, tu utilises un layout particulier CSS ou peu importe. Et là, on va te dire, OK, grâce à ce layout CSS, tu vas avoir tel type d'expérience qui est sympa. Sache qu'il est très coûteux en CO2 puisque tu fais une opération de transformation de ton CSS qui va être non gérée par le GPU, donc consommer beaucoup de CPU, donc au final consommer beaucoup d'énergie et d'ailleurs la batterie. Par contre, les deux sujets sont liés. C'est si jamais tu optimises ton application pour être éco-friendly, tu vas également l'optimiser pour la batterie. Mais je suis convaincu que ça va venir du coup. En fait, c'est tellement logique. On est vraiment il y a une mouvance en ce moment là-dessus, quoi, et ça m'étonnerait pas qu'on ait ça rapidement. Et en plus, tu parlais de Lighthouse avec Google, parce qu'effectivement, et le PWA, quand on t'a invité la dernière fois, c'est aussi, je pense, une partie des codes de développement, de prévoir ça avec la plateforme Build PWA, PWA Builder, pardon. Et je pense que ça va être intéressant qui est ça, quitte à ce que même, tu vois, avoir une application PWA, on est certain que Google au niveau SEO, ça va être un facteur important. Et qu'est-ce qui me dit pas que Google, ça va être aussi intéressant pour eux au niveau de leur référencement, de savoir que ce site-là, il est moins gourmand, et donc je vais le privilégier à l'avenir, quoi. Ça me paraît évident maintenant, enfin, je pense. Et au niveau d'Azure, vous parliez déjà des systèmes, des outils ou des rapports qui donnent ce genre d'informations? Parce que une grosse partie maintenant des applications, c'est là-dessus que ça tourne, quoi. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a fait un Carbon Calculator qui est disponible sur Azure. Tu peux le montrer? Qui va te non, je peux pas te le, enfin, si je peux te montrer non, mais je peux te montrer le site web et là, il y a un tonneau de démos.
là-dessus. Je vais le setuper. Et juste du coup, en attendant, je finis sur Windows et après je te montrerai le calculator. Il te fournit en fait au final un rapport Power BI. Et il faut même que je retrouve. Je vais te donner aussi le lien d'une vidéo qui explique, qui fait la démonstration finalement du Carbon Calculator. Et en fait, qui est basé vraiment sur ton activité dans Azure. En tenant compte des régions et de tout ce qu'il faut derrière, je suppose aussi, puisqu'il y a une grande influence là-dessus, non? Tout à fait. Et aujourd'hui, ça prend en compte évidemment là où est en train de tourner tes différents services. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu peux juste rebasculer sur mon écran? Donc, ce que disait David tout à l'heure, on vous a montré la partie un peu web, et en fait, il existe déjà des outils sur Windows, sur Windows 10, depuis le début de Windows 10, l'outil s'appelle PowerCFG, qui est disponible dans toutes les versions de Windows. Il n'y a pas rien besoin d'installer, il est présent par défaut dans Windows. Et qu'est-ce qu'il fait en fait? Lui, c'est l'outil qui est utilisé en interne pour le report utilisateur, qui s'appelle le report de la batterie, qui renvoie finalement les applications qui consomment le plus. Et en fait, cet outil-là, il peut être manipulé en ligne de commande. Et alors, il faut être administrateur de sa machine et vous pouvez lancer powercfg.exe/crumutile. Et en fait, ça va vous générer un fichier Excel de la consommation de l'ensemble de votre processus sur les 30 derniers jours. Donc, ça permet d'avoir un report utilisateur, donc sous forme d'un fichier Excel, des applications en fait qui consomment le plus sur votre machine. Comment c'est utilisé ça? C'est utilisé pour de la télémétrie, aussi Microsoft, et évidemment pour l'utilisateur final. Et donc on a travaillé sur avec ces API et cet outil avec un partenaire qui s'appelle CSN. Et du coup je vais vous faire une petite démo comme l'a fait David tout à l'heure, puisqu'on a une application qui a été développée par CSN et en partenariat aussi avec Ukaya qui a fait l'implémentation Windows, qui vous donne en temps réel la consommation électrique de votre ordinateur avec la consommation de l'utilisateur qui est présente ici, la consommation totale de votre device, le calcul de CO2 qui est fait en fonction du mix énergétique courant. Donc là, dans les settings, pour l'instant, on ne supporte que la France, mais on va travailler sur d'autres pays. Donc, on va chercher les informations auprès de RTE. Comme ça vous donne vos milligrammes de carbone en temps réel. Et aussi la consommation au point de vue de charge de batterie. Donc là, je suis à 100%, je suis à 0. Mais sinon, comme ça vous permet de faire une distinction entre ce qui est utilisé par vos applications, par votre device, les différents services qui tournent par en mode utilisateur, et évidemment la charge de la batterie si besoin. Et du coup, je vais faire une petite annonce, puisque en fait, cette technologie était disponible uniquement avant sur des périphériques qui avaient une batterie. Et donc depuis les initiatives qui ont été prises et beaucoup de retours utilisateurs en disant moi j'aimerais bien connaître justement et avoir cette information même si je n'ai pas de batterie sur mon périphérique Windows 10. Donc c'est enfin disponible PowerCFG. Donc si vous êtes en insider sur la nouvelle version de Windows 10, la toute dernière, vous allez avoir accès à ces outils alors que vous avez un PC qui n'a pas de batterie. Sachez juste que aujourd'hui le déploiement de cette fonctionnalité il est à 50%, donc vous avez une chance sur 2 de l'avoir en insider, mais si vous avez de la chance de l'avoir, et si vous avez un desktop, vous aurez accès à cet outil et donc à cette ligne de commande qui vous permettra d'avoir la consommation de vos applications et le détail exact de chacune de vos applications. Donc il y a la consommation CPU, network et disque I/O en fait de chaque application, et encore une fois sur il y a le les 30 derniers jours. Il y a le display. Tout à fait. C'est important. Alors Pierre, j'aimerais bien profiter pour répondre aussi avec ça, si tu peux sauter dans les benchmarks qu'on a fait. Donc moi j'ai fait des benchmarks après côté web, et c'est un benchmark qui devrait t'intéresser, Christophe. Si tu vas sur le benchmark sur WebAssembly par exemple, c'est celui-là je crois. Avant. Excuse-moi. Encore un coup. Je suis désolé. Voilà, en fait là, la première slide, celle juste avant, j'ai fait donc si tu peux retourner, voilà, j'ai fait un test avec le Power Meter cette fois-ci et aussi PowerCFG
que, en gros, je prends un outil qui fait du face tracking en pur JavaScript. Dans ces cas-là, il affichait 2 frames par seconde parce que JavaScript n'est pas bon du tout pour faire ça. Il est mono-threadé, donc il va complètement s'écrouler. Il consommait 10 watts. Et je me suis dit, tiens, on va tester WebAssembly pour voir si je suis capable d'avoir une meilleure expérience utilisateur. Ce qui est la slide d'après. La réponse est oui, j'ai une meilleure expérience utilisateur parce que je suis passé à 30 FPS. Par contre, vous voyez, je suis passé sur mon wattmètre. Donc ça, c'est un truc que vous pouvez le faire à la maison sans danger, tu vois. Sur mon wattmètre, on peut voir que je suis monté à 18 watts. Et donc là, on se dit, finalement, j'ai amélioré la performance de mon application quelque part, puisque j'ai 30 FPS, c'est mieux pour l'expérience utilisateur, mais j'ai augmenté la consommation d'énergie. Pour quelle raison? C'est que WebAssembly, finalement, va plus charger le CPU, ce qui me permet de monter à 30 FPS, au détriment de l'énergie. Donc c'est des questions qu'on va devoir se poser aussi dans l'avenir, c'est jusqu'où je suis prêt à charger finalement la machine pour améliorer l'expérience utilisateur. Heureusement, pour te faire plaisir, je parle de toi en fait, Christophe, parce que je sais que tu es un fan de Blazor. J'ai voulu continuer sur le slide d'après sur benchmarker WebAssembly dans un autre contexte. Donc là, c'est un truc qui ouvrait des PDF, qui faisait des traitements Office, etc. On voit que le temps d'exécution du benchmark va beaucoup plus vite en WebAssembly que JavaScript, donc on passe de 45 secondes à 25 secondes. Sur mon wattmètre, on voit que c'est quasiment impossible de vraiment voir quel est le plus performant en termes d'énergie. Et en utilisant l'outil de Pierre, donc pour utiliser l'outil de Pierre, il faut être batterie à 100%. Parce que si vous n'êtes pas à la batterie à 100%, bah, l'outil va mesurer finalement le fait que l'énergie est en train d'être prise sur l'électricité pour charger la batterie. Donc il faut être à 100%. Et là, on voit que ça donne des millijoules que j'ai transformés en joules. Et bah, je consomme moins d'énergie. Non seulement je vais plus vite, mais je consomme moins d'énergie en WebAssembly que JavaScript. Donc en fait, ça, cet outil PowerShell, vous pouvez l'utiliser déjà en utilisant Edge, Chrome, n'importe quoi. Bien sûr, il faut qu'il y ait qu'un seul tab qui soit ouvert parce que sinon, bah, il va mesurer toute l'énergie prise par Edge. Donc l'idée, c'est de mesurer votre application. Et ça, c'était un exemple parmi tant d'autres. J'ai mesuré aussi les web workers, qui est l'équivalent du pauvre du multithread pour les développeurs JavaScript. Pareil, j'ai pu améliorer la consommation d'énergie en utilisant les web workers. Et pour terminer, les service workers m'ont permis de gagner de l'énergie grâce au fait que j'utilisais moins la carte réseau. Et là, on le voit, je passe de quelque part de 1 à 8 threads, même si c'est pas tout à fait ça lorsqu'on fait des web workers. Donc, bien sûr, c'est un exemple un peu extrême. Personne s'amuse à faire du ray tracing avec du JavaScript dans son app web, mais ça donne un ordre d'idée. C'est-à-dire que si on peut utiliser correctement les workers dans une application JavaScript, on peut aussi améliorer, du coup, l'efficacité globale, la performance. Aussi, on va vraiment améliorer la performance et aussi la consommation d'énergie. Donc, ce que je voulais dire en faisant passer ce message, c'est que la consommation d'énergie n'est pas tout le temps forcément corrélée à l'amélioration de la performance, qui est un peu vaste. La performance, ça veut dire quoi? Dans le cas de mon face tracking, c'était d'avoir un FPS plus haut, mais dans le cas finalement d'un worker, c'était peut-être de mieux utiliser le CPU de manière plus efficace. Ouais, non, c'est pas mal. Ça serait intéressant, enfin, je pense à ça, d'avoir des outils tels que ceux-là, mais sur le plus long terme, qui arriveront peut-être qui existent peut-être déjà, je ne sais pas, par rapport à ce que vous avez montré. J'imagine, par exemple, de fournir la liste de tous les employés d'une entreprise, je sais pas, une fois par semaine, leur dire, voilà, quelle est votre consommation? Parce qu'il y en a qui laissent leur écran allumé tout le temps, il y en a qui laissent leur PC allumé, donc est-ce qu'il faut l'éteindre? Donc, que les gens soient sensibilisés à ça. Donc, à la fois pour nous en tant que dev, évidemment, pour pouvoir la créer, pour pouvoir le construire, mais également pour l'utilisateur final. C'est vrai que c'est un domaine qui est plus intéressant. Directement de l'utilisateur lambda ou Windows, par exemple. Voilà, j'ai fait ça, j'ai peut-être baissé la luminosité dans Windows, j'ai gagné autant. Et tu vois, moi, j'ai une voiture hybride et avant, je roulais peut-être comme un fou quand j'étais jeune, mais maintenant, je deviens c'est moi qui crée les bouchons sur les autoroutes, d'ailleurs. Il y a personne devant moi. Et en fait, non, c'est parce que ma voiture, en fait, elle m'a déjà, depuis le départ, indiqué, voilà, mon côté green, mon côté conduite green. Et en fait, elle me dit, tu vois, enfin, comment vous expliquer ça? Si vous avez une hybride, ben, je crois que maintenant, elles l'ont toutes, mais elle vous change votre façon de conduire parce que vous dites attends là je gratte encore 1 kilomètre quoi sur mon autonomie ou alors je gratte. Donc en fait elle me donne un indicateur comme dans un jeu finalement. Moi j'ai même des petits arbres j'ai des forêts qui se construisent dans ma bagnole quoi. C'est chiant. Alors, là on arrive justement enfin dans ta réflexion. Et donc il y a un point qui est important, c'est que je peux finir oui.
Vous votez pas. Mais on peut même dire ça. Windows pourrait m'avoir un indicateur, finalement, pourquoi pas, hein. Il dit, voilà, aujourd'hui, où ce que disait Denis, voilà, on a un truc quotidien où j'ai fait un effort par rapport à la semaine dernière, comme avec Mint Energy qui va me dire, tiens, la semaine dernière, vous avez consommé autant de watts, c'est bien, j'ai fait un effort de consommation. Vous voyez? Vas-y, Richard. Non, je disais, c'est que c'est un peu comme tout. Ce qui est important, c'est d'avoir la mesure. Enfin, c'est ce que tu c'est ce que tu venais à dire, c'est de pouvoir mesurer quelque chose. Et à partir du moment où on peut mesurer quelque chose, on peut agir en fonction. Voilà. Donc c'est le gros effort à faire là-dessus, quoi. Et se rendre compte effectivement sur quoi agir. Ouais. Ouais, si tu peux remettre mon écran. Donc l'objectif qu'on a fait avec donc CSN en fait c'est un ISV qui met en relation un utilisateur final et un producteur d'énergie. Et donc ça va exactement dans ce sens-là, c'est qu'une fois qu'on mesure en fait comment on change le comportement ou de l'utilisateur ou de l'application en question. Et là en l'occurrence, on veut sensibiliser l'utilisateur. Et donc en plus de lui donner sa consommation en temps réel pour peut-être optimiser, fermer des fenêtres qui sont pas actives ou des choses comme ça, en fait ce qu'on lui donne comme information, c'est quel est le mix énergétique en ce moment. En ce moment, en France, le mix énergétique, il est moyen, donc il est orange. Donc on va plutôt proposer à l'utilisateur d'utiliser en fait sa batterie et donc de déporter sa consommation électrique un peu plus tard. C'est génial. Et en fait, le fait de pouvoir changer ça, c'est que comme on a le CO2 en ce moment, l'index CO2 en temps réel, qui est calculé en temps réel, si en ce moment l'index CO2, j'en sais rien, il est de 10, et que dans une heure il sera de 5, et ben le fait d'utiliser ma batterie et de déporter ma consommation, je vais avoir un gain. Et en fait, c'est ce qu'on affiche ici, sur la partie verte, puisque ça, c'est une initiative qui a été lancée auprès de l'ensemble des Microsofties en France. Donc, il y a 400 utilisateurs aujourd'hui qui utilisent cette application et qui peuvent suivre les recommandations. Et là, la recommandation, si vous la voyez pas bien et qu'elle est grisée, il y a marqué « Utilisez plutôt votre batterie ». Et il va y avoir des événements, donc il y a les notifications qui sont envoyées en disant « là, en ce moment, le mix énergétique est plutôt bon, donc tu peux te mettre à recharger la batterie ». Et donc, on va venir calculer le CO2 qui n'a pas été émis parce que justement j'ai déplacé ma consommation un peu plus tard. C'est super, mais le constructeur de matériel maintenant, il joue à ça aussi. Regarde, moi j'ai une tour là, et je suis pas sur un portable. À partir de là, elle n'a pas de batterie. Ça aurait été bien que ma tour ait de la batterie du coup, pour du coup avoir une sorte de tampon à ce niveau-là. Et la question que je me pose, c'est quand je prends ma surface et que je la mets au réseau, qu'est-ce qui est en train de consommer? Est-ce que ma batterie consomme? Je me suis posé toujours cette question, quels que soient les portables que j'avais, quand je la mets sur secteur, est-ce que en fait, il passe d'abord par ma batterie et me donne la puissance, ou il chante ma batterie et me donne directement la puissance à mon matériel? Tu vois là, qu'est-ce que quelqu'un connaît cette réponse-là? Est-ce que ça dépend des constructeurs? Et du coup, ce truc-là, il serait génial, c'est on pourrait imaginer qu'il envoie l'ordre à mon matériel, au hardware, en disant non, là on charge pas, puisque c'est pas le bon moment. Et t'as suffisamment de batterie, quoi. Tout à fait. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de voir déjà avec Windows, avec les équipes Windows en l'occurrence, parce que j'ai présenté ce projet aux équipes Windows pour avoir, en plus exactement ce que tu dis, c'est une API pour dire moi utilisateur, je veux finalement consommer le moins possible et que ça par API en fait je puisse forcer l'utilisation de la batterie. Aujourd'hui, je sais pas le faire sous Windows, le seul moyen c'est que je débranche mon ordinateur physiquement pour le forcer à utiliser la batterie. Et on est en train de travailler avec l'équipe Windows pour que justement ils fournissent des API pour qu'une application puisse contrôler ça et finalement venir le faire de manière programmatique en fonction d'un mix énergétique ou en fonction de quelque chose d'autre. C'est génial. Moi, j'aimerais bien rebondir sur ce que tu as dit sur ta voiture hybride. Des questions de gamification quelque part ou de sensibilisation. C'est ce qu'on voulait faire pour les développeurs d'une manière générale, mais à force de discuter avec Pierre, on a un point toutes les semaines où on discute de ça et on est un peu débutant et on n'est pas des bons élèves dans les pays riches, on est les plus gros pollueurs. Donc en fait, j'ai fait le bilan par exemple carbone moi en tant que riche développeur, il est horrible. Donc en fait, c'est un début de prise de conscience. Et dans les prises de conscience qui m'ont marqué, moi tous les matins je regarde des vidéos
truc d'influenceur, et je disais ça à Pierre, et je regardais ça sur mon gros écran OLED, donc c'était bien, mais sauf qu'en fait, je m'en foutais un peu que ça soit de la 4K ou quoi que ce soit, ou une qualité d'image. Principalement, l'information, elle était audio. Et Pierre, il m'a dit, mais regarde là-dessus. Là-dessus, ça coûte pas cher finalement en énergie, parce que un téléphone à charger, je sais pas, ça va peut-être vous coûter 20 watts par jour maximum à charger un téléphone. Mon écran, il va peut-être consommer 300 watts par heure en fait. Donc le calcul, il est vite fait. Donc il y a une notion de sensibilisation déjà d'une manière générale auprès des utilisateurs de est-ce que tu es en train de consommer de la bonne manière l'application ou le contenu. Pareil pour les jeux vidéo. Donc on sait que le GPU, c'est un des plus gros méchants avec le CPU. Pierre, il me disait, est-ce qu'on pourrait pas sensibiliser les gens avec ce mix énergétique de bah là, si tu démarres ta console de jeu, sache qu'en fait, on est en train de produire de l'énergie avec des centrales charbon. Donc en fait, tu vas quelque part plus polluer que si tu joues peut-être 2 heures plus tard. Est-ce que c'est vraiment si grave de jouer 2 heures plus tard, par exemple? Donc en fait, l'idée est de lisser, de contrôler en fait un peu cette consommation d'énergie, de la lisser avec les batteries. Alors pour répondre à ta question aussi, Christophe, sur une tour, c'est compliqué en fait, les bilans carbone. Il faudrait mesurer le coût de fabrication de ta batterie qu'on met sur ton desktop en termes de production de pollution de CO2 par rapport au gain qu'on va avoir lorsqu'on est cet API qui se mettrait en route, qui dirait bah là je bascule sur la batterie parce que je vois que le mix énergétique il est pas bon. À partir de combien de temps on va amortir la fabrication de la batterie pour ton desktop? C'est pas toujours très simple. Mais au niveau du dev, on voit qu'on peut, avec les principes qu'a partagé Pierre, on peut être sensibilisé à ça, à faire attention à, comme tu disais au démarrage, Denis, de pas faire le goret sur le stockage. Donc nous, on a fait une conf avec Edwige, que vous connaissez, je pense, qui parlait justement de faire des IA green en essayant d'éviter de stocker, une fois qu'on avait généré notre modèle d'IA, de stocker les données pour toujours, peut-être que les cleaner un petit peu et de garder que l'essentiel. Donc en fait, c'est une prise de réflexion qu'on peut avoir nous en tant que développeurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on représente combien 9%, je crois, Pierre, de la pollution avec tout ce qui est numérique. Et ce chiffre, avec une croissance qui est enfin avec une forte croissance. Donc il faut arriver à changer effectivement cette croissance pour qu'elle devienne flat, voire décroissante si on peut quoi. Donc voilà. Si tu peux juste repartager mon écran, il y a avec beaucoup de partenaires, des fois je leur explique une chose, et j'ai écrit un article ça a été publié lundi, parce qu'en fait je fais référence au Yuka en fait de l'énergie. On connaît tous Yuka, je pense que si vous connaissez pas, c'est vraiment une application qui est utilisée par beaucoup aujourd'hui de Français quand on fait ses courses pour justement connaître quel est l'index de l'article que je suis en train d'acheter. Et c'est exactement ce que disait David à l'instant, c'est de se dire quand je mets en route ma machine à laver, quand je mets en route une sauvegarde, quand je me mets à jouer sur ma console, est-ce que c'est le bon moment? Donc comment finalement faire le Yuka du carbone? Et il se trouve que Macron avait fait une petite référence dans son tweet, et du coup j'ai surfé là-dessus, parce que au final le Yuka de l'énergie c'est exactement ça, c'est si mon index carbone est haut, est-ce que je peux pas utiliser finalement ma batterie? Et quand l'index carbone va être bas, finalement c'est à ce moment-là que je vais la recharger. Alors je le fais sur un PC, mais finalement je peux le faire sur l'ensemble de mon comportement de consommation électrique. Et il se trouve que la fin du mois dernier, donc c'était le 27 janvier, RTE a fourni un rapport sur comment on pouvait justement accéder à cette transition énergétique. Et ils ont, dans la fin du rapport, c'était super intéressant, ce qu'ils disaient, c'est que en 2050, il faudrait que entre 40 et 50 gigawatts d'électricité soient en fait contrôlables. Et c'est quoi une électricité contrôlable? C'est que par une API, par quelque chose, je puisse dire que j'ai 40 à 60 gigawatts qui ne sont pas consommés ou qui sont consommés de manière contrôlée. La recharge d'une voiture, une machine à laver, peut-être demain une console ou mon PC justement. Si j'ai cette quantité de gigawatts qui va être contrôlable, je vais pouvoir accéder à cette transition énergétique et d'aller sur de l'énergie renouvelable. Sans ça, en fait, de toute manière, il y aura toujours de la demande un petit peu random, et s'il y a de la demande random, là je suis obligé d'ouvrir des centrales à charbon, et là je pollue énormément. Donc je trouve que c'est intéressant, et je pense que du coup dans l'environnement numérique, mais au sens très large, donc et là on parle du développeur, mais du développeur même le développeur qui va développer le processeur d'une machine à laver,
si on prend ces principes-là en compte et qu'on a ça en objectif, on va arriver en 2030 à ces gigawatts qui sont nécessaires pour avoir cette transition énergétique. Ouais, c'est vrai qu'on est les maçons, je vais dire, de l'informatique, où c'est nous, en tant que développeurs, on met les briques en place pour créer les applications, et donc je pense qu'on doit être effectivement les premiers concernés par ce genre je vais dire, de philosophie, de manière de travailler, qui va effectivement, à mon avis, être de plus en plus intéressante et de plus en plus à devoir prendre en compte à l'avenir. Ouais, c'est clair. C'est une éducation, et pour éduquer, il faut quand même mesurer, et là, on est au début. On est au début. Finalement. Et, ouais. Alors ouais, on n'est pas vraiment au début. Je vais vous dire juste une petite anecdote. Il y a quand j'étais encore à l'école à Centrale, il y a 25 ans, on avait un projet justement de créer des étiquettes, la même chose qu'on a par exemple pour les lave-vaisselle ou ce genre de choses, en disant consommation A++, A+, etc. Et on travaillait déjà avec le ministère sur on travaillait déjà avec le ministère sur un projet comme ça pour essayer d'évaluer la consommation. Alors c'était pas la consommation CO2 à cette époque-là, c'était est-ce que ce produit est green ou pas. Et c'est un projet qui a 25 ans et qui est toujours en discussion, quoi. Là, le problème de l'espèce humaine, on sait qu'on a tendance à attendre le dernier moment avant d'agir. Et en fait, on sait un petit peu déjà, des fois certains pensent que c'est déjà trop tard, donc autant ne rien faire et puis laisser crever la planète. D'autres se disent, il y a encore moyen d'agir. Et on a souvent le commentaire aussi, on le peut voir passer sur les réseaux sociaux, c'est légitime. Bon, bah, nous, les développeurs, alors déjà, c'est 9%, donc ça veut dire que, par rapport à celui qui a une voiture diesel, etc., et puis tous les transports, est-ce que c'est vraiment à nous de faire l'effort? Donc il y a toujours ce truc de pas moi mais les autres d'abord. Donc je pense que c'est pas une bonne approche. On peut tous faire une action à notre niveau. Et au niveau des développeurs, en faisant des recherches, on s'est aperçu que on pouvait faire des choses. Donc oui, c'est une prise de conscience qui est un peu longue. Pierre, il m'avait donné un bon parallèle. On a mis du temps à expliquer aux gens comment trier ses déchets. Aujourd'hui, bon, j'espère que la plupart des gens c'est devenu assez naturel. Là, on est au début. C'est pareil, de se rendre compte que est-ce qu'on a vraiment besoin d'autant de CPU, de GPU? Là, moi, sur les service workers dans une PWA, concevoir l'architecture du service worker peut avoir un impact sur les performances globales de l'application, mais aussi de la consommation d'énergie, parce que est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir l'information tout le temps en temps réel, mise à jour côté client? Il y a plein de cas, c'est très rare, à part peut-être Twitter, c'est très rare d'avoir besoin à la seconde près d'avoir l'information à jour côté client. Donc, je pense que ça va s'insigner au fur et à mesure dans la conception, les architectures, qu'on va créer des nouveaux patterns basés là-dessus. De la même manière que si l'accessibilité, on le prend à la fin du projet, c'est foutu parce que c'est un cauchemar d'intégrer l'accessibilité ensuite dans son projet. Ça va être pareil pour le green. C'est que vous êtes parti dans une mauvaise direction dès le début, ça va être impossible de revenir en arrière. Donc oui, Microsoft, les grands acteurs doivent vous aider. C'est-à-dire qu'au niveau Azure, il faudrait qu'on ait des choses dans le portail pour vous donner de l'outillage, des outils de mesure, peut-être des recommandations. Mais aussi, ça doit venir de vous. C'est-à-dire que si jamais vous avez aucune conscience de ce que vous êtes en train de faire, ça va pas servir à grand-chose. Donc, les deux sont responsables. Les gros éditeurs de logiciels et vous, les développeurs, vous êtes responsables de savoir ce que vous êtes en train de faire avec votre code. Moi, j'ai un exemple concret. C'est que là, j'ai 2 écrans qui sont connectés à mon portable avec une lumière et voilà, quoi. Voilà. C'est ce que j'allais dire. C'est un aspect d'état d'esprit et c'est ce qu'on retrouve dans le chat ici au niveau de Twitch. Il y a Xarkam qui dit oui, il faut changer un petit peu parce qu'un exemple, on a des LED partout. On a des LED partout tout le temps. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Et c'est vrai, c'est ça. Est-ce qu'on a besoin d'avoir toutes ces technologies éventuelles qui vont être mises en place et qu'on a l'habitude nous d'utiliser sans nécessairement se poser des questions? Et c'est à mon avis le bon moment de se poser ce genre de questions maintenant. Et te le poser au plus tôt possible. Ouais. Mais bien sûr, on est des mauvais élèves. Hein. Nous, les geeks, on est des mauvais élèves. Donc, en fait, c'est pour ça que on ne peut pas donner de leçons à qui que ce soit. C'est juste ensuite prendre conscience de l'avenir qu'on va donner à nos enfants, tout simplement. On a une des générations les plus polluantes avec nos parents, peut-être encore plus polluantes que nous. Il est temps de se poser des questions. Ensuite, oui, on a déjà un existant qui est pas bon, effectivement.
Et donc, comment faire attention à l'avenir? Est-ce qu'il faut changer son smartphone tous les ans? Tu vois, non. C'est surtout qu'avec la loi de Moore qui ralentit, de toute façon, les performances sont quasiment identiques maintenant par rapport à ce qu'on a connu à une certaine époque. Et je vois une question qui est intéressante, qui est ça dépasse les devs. Les devs sont drivés par les projets, les objectifs d'entreprise et donc du marché. Il y a une partie qui est vraie, une partie qui est fausse. C'est-à-dire que si on considère à nouveau que on n'est pas responsable, moi je subis donc je peux rien faire, en fait il se passe jamais rien. Donc en fait c'est à chacun d'entre nous aussi d'aller éduquer les chefs de projet, les managers, etc. pour le faire. Sinon ce qui va se passer, et ce qui est déjà en train de se passer en partie, c'est qu'il va y avoir des lois qui vont passer et qui vont, au lieu que ça soit la carotte, ce sera le bâton. C'est comme l'accessibilité au démarrage, on disait c'est important d'être accessible. Aujourd'hui, si ton site, il a un certain trafic, il est assez important, si tu n'es pas accessible, tu te prends une grosse amende. Donc, ça serait bien qu'on n'en arrive pas jusque-là et qu'il y ait une prise de conscience des entreprises que c'est important le green. Il y a un effet de bord qui est intéressant, c'est la performance et l'impact sur la batterie. Donc, ce que vous allez faire de toute façon pour économiser du CO2, ça va avoir d'autres intérêts pour l'utilisateur et pour la performance de votre application. Pour donner un exemple rigolo, c'est que dans les projets de loi du numérique liés justement à ce sujet-là, il y avait dans la liste des projets de loi, parce que du coup je l'avais lu, un item qui était d'interdire sur les applications le scroll infini. Parce que justement, l'utilisateur finalement, il a pas de fin, et en fait ça consomme énormément. Alors que si l'utilisateur, il avait le choix de dire ok, page suivante, ben peut-être que cette action-là, il va pas la faire. Donc c'était une proposition, mais j'ai trouvé ça intéressant parce que ça peut aller même jusqu'au design finalement de l'application. C'est est-ce qu'on a un design qui est éco-responsable si on fait du scroll infini? C'est vrai. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est pas que le développeur non plus, quoi. C'est vrai. Et c'est souvent des applications chronophages aussi, hein. On y passe un temps fou sur ce genre d'application, effectivement. Je pense que c'est une question du X aussi, hein. Et il y a une question de Xarkam, je sais pas s'il le dit correctement. Est-ce que nos parents sont vraiment plus polluants puisque ils faisaient attention à éteindre les lampes, etc. Moi, je sais pas, mais moi j'ai vu des gens dans ma famille où ils étaient dans un immeuble où ils payaient pas l'énergie inclus dans les charges et que ça chauffait à fond, ils ouvraient les fenêtres et ils s'en foutaient en fait. Nos parents, la génération de nos parents, même si pas nos parents directement, savent que depuis longtemps que c'est mal barré si on continue d'utiliser du pétrole partout, en fait. Et ils s'en sont foutus. Ils ont consommé comme pas possible. Donc, je pense tout le monde considère que cette génération-là savait en grande partie, mais s'en fichait. Parce qu'en fait, ils en voyaient pas les conséquences directes. Nous, on commence à les voir les conséquences directes. Nous, ça va aller. Peut-être qu'on va mourir en ayant encore du bonheur sur la planète. Nos enfants, ça va être compliqué. Donc, c'est pas non plus pour les responsabiliser complètement. C'est dire que cette génération a pas fait attention. Et évitons de continuer d'aller dans le même sens, d'être insouciants sur le sujet. Ok, je pense, messieurs, que c'est déjà une belle discussion, très intéressante. C'est ce que j'imaginais avant de commencer le podcast et ça se confirme, je pense. Enfin, j'espère que les auditeurs sont du même avis que moi. En tout cas, merci beaucoup. Je pense qu'on arrive tout doucement au bout de l'épisode. Je sais pas si vous avez quelques dernières remarques que vous vouliez soumettre avant de clôturer. Oui, moi j'ai oublié d'éteindre mon tracteur au gasoil là dehors depuis une heure. Ah, Richard, on ne t'entend plus. Richard, tu disparais. Hop, voilà, Richard a disparu. Ok, juste avant de partir, alors je voudrais juste rappeler quelques petites choses. D'abord que tous les mercredis, sauf cette semaine on est jeudi, donc non, sauf la semaine prochaine parce que c'est congé, en tout cas chez nous, peut-être pas chez Richard si j'ai bien compris, mais chez nous c'est congé. Donc il y aura pas de meet-up, sinon n'hésitez pas, vous venez sur devaps.ms/meetup, vous vous enregistrez, vous recevez juste un petit mail de rappel par semaine et vous venez se rejoindre à nous et on en discute. Et toute la petite bande en général qui se trouve d'ailleurs ici dans le podcast souvent se retrouve aussi connectée le mercredi soir à 17h. N'oubliez pas aussi d'aller, on l'a dit, sur twitch.tv/devaps et vous cliquez sur la petite cloche, comme ça vous recevrez également un petit rappel comme quoi l'épisode est en cours de diffusion. Si vous l'avez pas pu le faire ou vous l'avez raté, tout ça sera remis sur YouTube et toujours en podcast évidemment sur le site de Devaps, devaps.ms. Et pour finir, si vous appréciez le podcast, venez toujours nous soutenir. Nous avons un compte sur tipeee.com/devaps et donc c'est ce qu'on a déjà fait depuis quelques semaines maintenant. Il y a Yannick qui est depuis très récemment, mais quelques semaines aussi. Il y a Damien, il y a Enbil, Adrien et Mickaël. Voilà, en tout cas, merci à vous. Je dois répondre en bonus, du coup, qui est posé par Postnet. Est-ce qu'il y a une différence entre le thème Dark et Light? Oui, uniquement sur des écrans OLED. Donc, les OLED sont
illuminé par pixels, donc ils s'éteignent complètement, ils consomment moins d'énergie quand tu as du noir. La lumière bleue consomme plus d'énergie que la lumière rouge ou verte pour des raisons de mécanique quantique. Sauf que sur un écran LCD, on s'en fout parce qu'il y a toujours le rétroéclairage qui est activé plus ou moins fort. Et donc c'est pour ça que la seule solution sur les écrans LCD, qui sont la plupart des écrans sur les PC, c'est de jouer sur l'intensité du rétroéclairage. Donc si j'affiche un écran plutôt sombre, noir, plutôt que très blanc sur un OLED, je vais consommer moins d'énergie. Sur un LCD, ça sera négligeable. Donc oui, le dark sim peut avoir un intérêt d'éco-conception sur des écrans OLED. Donc faut que tout le monde switch à l'OLED, ce qui est bon. Compliqué. Pas forcément gênant. Non, c'est les Mac, non, qui ont des écrans OLED, non? Il y a peu de laptops pour l'instant. Peut-être que les Mac ont basculé, mais en général, c'est sur les smartphones haut de gamme que tu as du. Ok, ben voilà, ben c'est parfait. Merci beaucoup en tout cas à tout le monde. J'espère qu'on aura encore l'occasion de se retrouver dans un prochain podcast. Sinon, je vous le dis, à bientôt, dans une semaine maintenant, sur les Meetup. À bientôt, merci beaucoup. Ciao. Au revoir. Si vous avez envie de discuter des technologies .NET avec nous, eh bien venez nous rejoindre sur notre Slack, devapspodcast.slack.com, en nous envoyant votre adresse email à slack@devaps.ms. À très vite sur Slack.